Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Los Angoel, à 2 pas de Lens. J'ai rencontré Thierry Baillet, producteur de différentes variétés de légumes et de céréales telles que le blé, la pomme de terre ou la betterave. Thierry n'est pas un agriculteur comme les autres. Il est aussi ce qu'on appelle un agri-youtubeur. Avec plus de 80 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, il a à cœur d'expliquer avec pédagogie son métier. À tel point qu'il a décidé d'écrire un livre nommé « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent » pour répondre à toutes nos questions sur l'agriculture. J'ai profité d'avoir au micro un producteur de betteraves pour qu'il nous explique également le sujet complexe des néocotinoïdes qui a fait grand bruit et polémique au mois d'octobre dernier. Bref, pour une sudiste, monter aussi haut dans le Nord était un challenge que je ne regrette pas d'avoir relevé. Bonne écoute! Bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui près de Lens, à Los Angoel, je crois, sur ton exploitation. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Alors donc ici on se trouve à Los Angoel, une commune plutôt urbaine du Pas-de-Calais, dans le bassin minier. Je suis agriculteur donc depuis le début de ma carrière. J'ai bossé que 4 heures en entreprise, donc c'est vraiment mon activité principale. On est sur une exploitation de 150 hectares avec des productions diversifiées, comme plutôt industrielles, de la pomme de terre, de la betterave, de la carotte, des céréales. Je suis installé avec mon épouse et puis mon garçon, Emilien et Anne-Sophie, qui lui s'est installé il y a 2 ans maintenant. Et on a développé depuis quelque temps une production en bio avec des collègues. Emilien a démarré un atelier salade et poireaux. Et puis ici, on est dans une écurie, c'est pour ça qu'on a entendu des pas de chevaux. Oui, c'est top, je suis trop bien. et donc, on a une activité de centre équestre qui a été démarrée au début de mon installation il y a 25 ans maintenant. Comme diversification pour essayer un peu de pallier à nos soucis de ferme en région urbaine et puis d'utiliser un petit peu le potentiel des clients qu'il pouvait y avoir à côté, quoi. Oui, parce qu'effectivement, on n'est pas dans Lens, on est à l'extérieur, mais en fait, on traverse la ville et on arrive chez toi finalement. Ah oui, on est dans un bassin de population de 200 000 habitants ici autour. Le bassin minier, c'est vrai que c'est très couvert. Nous, on a la chance d'être quand même sur l'extrémité, sur l'extérieur, donc on a des champs et des plaines qui sont encore viables, mais on est vraiment dans du périurbain, quoi. Ouais. En tout cas, tu me fais visiter le Nord, puisque à part à Lille, j'étais jamais montée aussi haut en France. Oui, c'est vrai que pour quelqu'un du Sud, Lyon, ça commence déjà à être haut, donc je comprends, Paris, c'est déjà la limite extrême, et là, on arrive dans le pôle Nord, quoi. Même si c'est pas aussi terrible que ça, et c'est beaucoup plus joli qu'on ne le pense. Oui, je confirme. Et quel a été le déclic pour toi de devenir agriculteur ? Alors devenir agriculteur, je pense qu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, pour moi c'était une évidence. Reprendre la ferme, même si je suis pas un acharné, j'étais pas un acharné de tracteur, de machinisme, mais bon, c'était peut-être une suite logique quelque part. Par contre, j'ai aussi dit à mon père quand je me suis installé, tu sais papa, je ferai pas je ferai pas qu'agriculteur. Parce que je me disais qu'il y avait d'autres choses à voir, d'autres possibilités. Et maintenant, bon, c'est vrai que je suis encore tout au moins à mi-temps agriculteur, pour pas dire autre chose. Mais c'est vrai que je communique beaucoup, donc ça a fait évoluer aussi mon activité, j'allais dire. Oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs que là, je suis chez une vraie star, puisque tu as quand même 80 000 abonnés sur YouTube. Ouais, depuis avant-hier. Ouais, tu viens de sortir un livre, tu as ta gamme de t-shirts. Enfin, on n'est pas chez n'importe qui aujourd'hui. Je ne suis qu'un humain, les pieds sur terre, c'est tout. Et du coup, tu nous expliquais toutes les cultures que tu avais, le poireau, la pomme de terre, la betterave. Pourquoi il y a autant de cultures chez toi et comment tu peux faire pour avoir autant de semences différentes ? Alors, ce qu'on connaît mal, et parce qu'en général, on connaît mal l'agriculture, on pense qu'il y a beaucoup de monoculture, de choses comme ça, mais les pratiques en agriculture sont faites à base de rotation, hein. Un sol peut fournir à une plante une certaine quantité d'alimentation, et on fait tourner tous les ans des cultures différentes. Alors,
Ça peut être très serré selon les critères de l'exploitation. Si on est dans des zones difficiles, sèches, à peu de potentiel, ça va être souvent des céréales. On retrouve des cultures comme du blé, du colza, de l'orge, qui sont des rotations assez courtes. Pour reparler de monoculture, ça ne représente que 2% en France. Quand on dit les agriculteurs font de la monoculture, oui, c'est 2% en France. Généralement du maïs. C'est parfois du blé aussi, mais c'est dans des critères, c'est dans des cas très particuliers. Et là où économiquement, les autres cultures ne passent pas parce que les types de sols sont vraiment adaptés à ce genre de choses. Et donc, nous, on a la chance ici dans le secteur d'avoir une zone de capacité de production qui est intéressante, des sols qui sont intéressants, et puis la diversité aussi de pouvoir produire pour des industries parce qu'on a une forte concentration d'industries, que ce soit dans la pomme de terre, dans les légumes, on a beaucoup d'industriels de ce type-là. Et donc, ça permet de faire varier aussi les cultures, de faire tourner sur les parcelles les différentes cultures et d'avoir aussi pas ses yeux dans tout le même panier, parce qu'à un moment donné, ça serait trop dangereux aussi pour l'exploitation de faire qu'une ou plusieurs productions. Ouais, parce que finalement, le prix de ces productions-là, il varie d'année en année en fonction de l'offre, de la demande, de marchés financiers internationaux. Donc c'est ça le risque en fait. Le risque, il est multiple. Alors il y a le prix qui peut varier. Il y a aussi, il y a quand même des possibilités de contractualiser parfois, mais on a des prix qui varient. On a des cultures qui sont difficiles ou faciles à mettre ou à implanter selon le climat. Donc ça joue beaucoup. On a des pressions de maladies qui peuvent aussi jouer beaucoup. Et donc, de diversifier un petit peu les choses, ça permet déjà de baisser les pressions maladies et puis d'avoir des possibilités aussi de se rattraper sur une culture ou une autre. La spécialisation extrême est très dangereuse. Mais sur le prix, c'est vrai que c'est dingue. J'ai découvert que sur la pomme de terre, on ne pouvait pas avoir un prix moyen de la pomme de terre par an. Le cours de la pomme de terre, il varie tous les jours sur les 20 variétés de pommes de terre qu'il existe. C'est quand même dingue que ça dépende de cours mondiaux comme ça sur une pomme de terre. Oui, alors c'est vrai que la pomme de terre, c'est peut-être pas vraiment mondial parce qu'il n'y a pas des exports aussi larges, mais c'est européen tout au moins. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une pression quand même, mais pour la céréale. Et c'est vrai que d'une année à une autre, moi j'ai vu depuis 15 ans que je fais de la pomme de terre, être payé 40 € la tonne ou être payé jusqu'à 200 € la tonne, j'allais dire au maximum. Ouais. Donc c'est des variations qui sont insupportables quand on sait que nous, notre coût de production, il est aux alentours de 110, Donc c'est vraiment très difficile à gérer. Ouais, et puis c'est d'autant plus insupportable qu'en fait tu connais ton prix de vente une fois que tu as fait toute la production. On connaît le prix de vente une fois que la marchandise est quasiment arrivée chez l'acheteur. On a possibilité de contractualiser, d'avoir des arrangements qui permettent de contractualiser, mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Et puis, c'est pas toujours non plus à des prix qui sont adéquats par rapport à la production. D'accord. Et tu nous parlais de ton fils qui a repris une exploitation à côté, avec qui tu travailles. C'est une fierté pour toi qu'il ait repris le même métier que toi ? Oui, c'est une fierté. Maintenant, c'était pas un but. Clairement, j'avais pas dit il faut que mon fils reprenne l'exploitation. C'est pas je pense que heureusement chacun doit pouvoir choisir son métier. Il a fait ce choix-là, même si au départ, il y a quelques temps, il s'était fait alpaguer à cause justement du métier de son père. Et donc, il a fait ce choix-là et même beaucoup plus vite que prévu. Il devait partir en études supérieures et puis essayer de bosser un petit peu à l'extérieur avant de, pourquoi pas, reprendre la ferme à terme. Et puis un voisin a proposé de reprendre son exploitation et il a sauté sur l'occasion et puis on s'est associés. Ok. Et tu parlais aussi du bio que tu as fait avec 4 autres collègues. Aujourd'hui, tu es très rassembleur dans tes communications des agriculteurs. Tu as ce centre équestre qui brasse du monde. C'est important pour toi de travailler en groupe et de faire les choses collectivement ? Oui, travailler en groupe, c'est une richesse. Alors, on pense parfois que l'agriculteur est seul dans son exploitation, n'a pas forcément de contact. Ça existe, il y a des agriculteurs qui sont plus seuls, mais on a aussi beaucoup de possibilités, beaucoup de besoins de se rassembler, de se retrouver, l'existence des coopératives à l'origine, et puis de partager avec d'autres collègues ce que l'on fait, ce que l'on pratique, les techniques. Et moi, c'est vrai que j'ai cette culture de l'agriculture de groupe, que ce soit en CUMA, donc en coopérative d'utilisation de matériel agricole, que j'ai... dans lequel je suis rentré, dans lequel j'ai été président. J'étais président de fédération aussi, parce qu'à un moment donné, quand on veut que ça avance, il faut aussi donner de soi. Et cette culture du groupe, moi, m'enrichit beaucoup.
pas toujours économiquement, hein, mais tout au moins humainement. Mais me permet par exemple, la culture de la pomme de terre, j'ai pu la faire parce que j'étais en groupe avec d'autres agriculteurs, parce que seul, c'est des investissements colossaux, c'est réapprendre de la technique, redécouvrir des choses, alors qu'en groupe, c'est plus facile, quoi. On a moins peur de l'échec, on a moins peur de l'évolution, et c'est pour ça aussi que je suis parti en groupe, en bio, parce que c'est une très grosse évolution, et ça se fait pas en un claquement de doigts comme on pourrait le croire. C'est pas si facile que ça, et donc pour moi c'était important de pouvoir le faire avec d'autres pour se rassurer, faire une évolution plus douce, quoi. Ok. Et le bio, qu'est-ce qui t'a amené à faire un projet en bio? C'est parce qu'il y a de la demande des consommateurs? Parce que toi, tu as envie de rentrer dans cette démarche? Je suis assez pragmatique, donc je suis pas utopique en disant il faut absolument demain que on ait des pâquerettes partout. C'est aussi parce que la réalité de l'agriculture est complexe et qu'à un moment donné, moi, mes cultures industrielles, mon système s'est mis à dérailler parce que les prix, les cours mondiaux ont évolué dans un sens ou dans l'autre, hein. Parfois, c'est déstabilisant de gagner beaucoup une année et de perdre beaucoup une autre. D'avoir des cultures qui commençaient à devenir compliquées à gérer. Actuellement, j'ai abandonné la culture de la carotte parce qu'on a trop de pression, on n'a plus les outils nécessaires pour pouvoir se défendre contre les pucerons, certains herbicides. Là, tu parles de l'interdiction de l'utilisation de pesticides qui t'empêchent de qui ont fait que chez nous, la culture de la carotte a été abandonnée dans le secteur, alors que c'était une production atypique mais assez originale de Losangoel. Il y en a encore un tout petit peu, mais c'est quand même très difficile. Et donc, c'est aussi par l'opportunité, tout simplement, parce qu'on a ici à Losangoel, on a un maire écolo qui nous a proposé à un moment donné d'avoir des terres à disposition pour essayer. Puis je me suis dit, au départ, j'ai dit non parce que mon système allait, ça faisait trop de changements. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, mais avec des collègues, on va essayer de faire ça. Pourquoi pas, quoi. J'étais un peu sceptique, mais je me suis dit, on peut essayer, pourquoi pas voir s'il y a du débouché, si techniquement on est capable de le faire. Et si on trouve la main-d'œuvre aussi, hein, parce que ça demande pas mal de temps et d'organisation, et si on connaît les techniques, et puis petit à petit, on essaye d'avancer à ce niveau-là, quoi. Bon, mais très bien, merci Thierry. Je te propose qu'on poursuive à l'intérieur pour laisser les chevaux tranquilles. Puis ça sera l'occasion de parler de la betterave. J'aimerais bien qu'on en discute et avoir ton avis sur le sujet, parce que ça fait un peu polémique. Et puis évidemment de toute ta communication et de ton livre. Ok, à tout de suite. Ça marche. Bon Thierry, nous voilà revenus au calme à l'intérieur. J'aurais bien aimé en fait profiter d'avoir un producteur de betteraves pour discuter en fait de toute la polémique qu'il y a eu là au mois d'octobre sur les néocotinoïdes. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous raconter quelle est la saisonnalité de la betterave déjà et toi, à qui tu la vends cette betterave? Alors donc la betterave sucrière, hein, vu que son objectif est de produire du sucre pour l'industrie tout simplement. Au niveau de sa saisonnalité, on la sème donc au mois de mars-avril. Ensuite on l'exploite, on la cultive et on la récolte à peu près dans des périodes qui sont entre le mois d'octobre, novembre, décembre, quoi, à peu près. C'est une production qui est saisonnière parce que, par exemple, les usines tournent entre le mois de septembre, on va dire pour le début, jusqu'au mois de janvier, parfois un petit peu plus tard, et puis après elles sont arrêtées parce que la betterave se transforme et donc on ne peut plus en extraire le sucre aussi facilement si on va plus tard. Et c'est une production qui part chez Tereos. Donc on a plusieurs unités qui sont des coopératives ou des industries privées, hein, du sucre à travers la France. Et donc c'est une production qu'on voit assez couramment, c'est vrai, au nord de la France, mais parce que elle a besoin d'une terre, c'est une racine, hein, qui est semée, enfin c'est une graine qui est semée et qui fait une racine qu'on va récolter, et donc qui est plutôt dans des besoins de bonne terre, pas trop de cailloux, un peu d'humidité aussi, et il faut pouvoir arracher en saison, parfois un peu plus tard, quoi. Et alors la betterave est l'unique légume qui finalement nous permet de faire le sucre. Alors oui, tout au moins en métropole, hein, parce que oui, c'est vrai que sinon, forcément, il y a la canne à sucre qui est aussi une grosse production, mais de la canne à sucre en France, j'en connais pas tellement, quoi. Ouais.
Et bon, c'est vrai que je vais avoir honte de le dire, mais je l'ai découvert que vraiment le sucre était fait uniquement à base de betterave. Je sais pas si le sucre blanc, en tout cas, si tout le monde était au courant. Mais en tout cas, ça me donne l'occasion de te poser la question de l'auditeur, qui est Mathilde, qui te demande c'est quoi le process de fabrication? Comment on fait pour transformer la betterave en sucre blanc à la fin? Le sucre en lui-même, c'est un produit qui est cristallisé, hein. Donc, la betterave, comme d'autres légumes, enfin, c'est pas vraiment un légume, c'est plutôt une racine, contient du sucre. De la carotte contient du sucre. D'ailleurs, on le sent au goût, hein. Il y a bien d'autres produits, mais c'est la betterave qui, au niveau de sa concentration et de sa richesse en sucre, nous on parle de taux de richesse qui est de l'ordre de 16 à 20% de sucre que l'on puisse extraire de la betterave, donc il va être retiré. Donc, on l'emmène. Nous, on l'arrache, hein, on la récolte, on la transforme en benne, elle est transportée en camion jusqu'à l'usine. Elle est nettoyée, mis en petits copeaux, et ensuite il y a un jus donc qui est brassé avec une certaine température, un certain format, et on en extrait un liquide dans lequel le sucre va être forcément dilué, et ensuite on va réduire ce liquide jusqu'à le cristalliser pour en sortir un sucre blanc à l'extrême, ou parfois d'autres produits qui peuvent être un petit peu différents, j'allais dire l'écart de ce produit-là qui est la vinasse, et aussi un produit sucré. Mais là on n'a pas réussi à extraire le sucre qui est vraiment dedans au final, donc on a aussi des produits dérivés de la betterave. Ouais. Et je crois qu'aussi la betterave est utilisée pour le bioéthanol, non? Pour le biocarburant. Oui, tout à fait. Après, le sucre peut être transformé en éthanol, hein, en alcool, pourquoi pas aussi pour se nettoyer les mains, hein. Il y a des gels hydroalcooliques qui peuvent être faits à partir de betterave, les usines en ont produit. Donc, on a différents usages, hein. Ça peut être du sucre très fin pour des usages au niveau santé. Ça peut être aussi des alcools, hein, pourquoi pas, pour additionner dans certains usages, ou aussi du biocarburant, quoi. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui fait de la production de betterave ou des grandes cultures, il gagne bien sa vie? Alors actuellement en betterave, il faut savoir que le cours du sucre est mondial. Il y a eu il y a quelques années tout simplement un arrêt de la réglementation et des quotas qui existaient en betterave. Donc il y a eu des engagements qui ont été pris là par les producteurs pour produire la betterave au niveau de leur sucrerie. On est à un prix, nous, payé à la tonne de betterave qui est de 25 € à peu près. Et je pense que actuellement, dans la moyenne des exploitations, le coût de production serait plutôt aux alentours de 28 à 30 €. Donc ça veut dire que non, ce n'est pas rentable actuellement de faire de la betterave. C'est très difficile, sauf dans certaines structures où on a optimisé au maximum, mais dans des structures, j'allais dire classiques de polyculture, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, il y a un désengouement certain pour cette production. Heureusement, il y a des engagements, donc ça permet de limiter les réductions, mais clairement, actuellement, alors, et là, je parle uniquement parce qu'on a des rendements qui sont corrects. Lorsqu'on a des rendements qui sont corrects, lorsque l'on tombe, comme cette année, avec les problèmes de pucerons et puis de virus, à des rendements qui sont réduits de 30, de 50, voire de 70% dans certaines exploitations, là, forcément, c'est impossible de rentabiliser. Le coût de production, il est bien plus élevé que le produit qu'on va en retirer, quoi. Et le fait que les agriculteurs se détournent de cette production, aujourd'hui, ça peut être un problème parce que je voyais que, en fait, la France est le premier producteur en Europe de betterave et on représente 30% quand même de la production européenne aujourd'hui. Donc, c'est une vraie force de l'agriculture de notre pays. C'est une vraie force et quelque part, les mouvements qui ont été faits au niveau pour les néonicotinoïdes et leur remise en autorisation dans une certaine réglementation, c'est aussi pour sauver une industrie qui existe, qui embauche beaucoup de monde, qui permet d'exporter aussi et donner à la France des exportations qui sont conséquentes, qui font tourner l'économie globale. C'est des emplois, c'est vos voisins qui peuvent être salariés aussi dans ce type de structure et qui disparaîtraient si jamais on n'est pas capable de maintenir tout au moins un minimum de rentabilité dans cette production, quoi. Oui, je voyais que c'était quand même 140 000 emplois. Et alors effectivement, pour parler du problème des néocotinoïdes, j'aimerais bien en discuter avec toi parce que finalement, ça a défrayé la chronique. Mais en lisant un article comme ça, je me suis aperçue qu'on
pouvait pas vraiment se faire... Enfin, c'est un sujet qui est très complexe. J'ai passé 1 heure dessus avant de venir pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un néocotinoïde et à quoi ça sert ? Alors donc oui, l'usage actuellement qui avait été interdit depuis 2 ans, donc des néonicotinoïdes, c'est tout simplement une substance chimique, un pesticide si on veut, ou un produit de défense des végétaux selon le type d'argumentation et la personne qui va en parler. Mais c'est un produit donc, qui a été synthétisé, qui est d'ailleurs issu, entre autres, et qui est un cousin aussi de la nicotine, par exemple. On a un peu les mêmes termes dessus. Et qui est utilisé donc, en betterave pour un enrobage de la graine. Donc on va mettre tout simplement une petite quantité de ce produit-là dans l'enrobage de la graine. La plante, en se développant, va capter ce produit, le mettre sous forme systémique, donc le transporter dans ses veines, on va dire entre guillemets, c'est dans tout simplement la circulation de sa sève, le transporter dans toute la plante. Et le puceron qui lui est vecteur de la jaunisse, qui va causer le problème qu'on voit se développer actuellement parce qu'il y a un développement des pucerons et il y a de plus en plus de jaunisse. La jaunisse c'est un virus. Comme le coronavirus quelque part, et donc quand ça se déploie, parfois ça évolue, et donc on a eu des très fortes pressions ces dernières années. Ce puceron transporte cette jaunisse, transporte ce virus, il va venir piquer tout simplement pour s'alimenter, il va piquer la feuille de betterave. En piquant la feuille de betterave, il va à la fois pomper de la sève, mais il va aussi transmettre le virus. Comme ça arrive pour certaines maladies qu'on a transmises par un moustique, tout simplement. Et donc, par contre, ce néonicotinoïde va, étant ingéré par le puceron, le réduire, l'anéantir. Ouais. Et donc, forcément, on aura des baisses de quantité de pucerons, et même s'il y a quelques piqûres qui sont réalisées, ça ne permettra pas un développement de la maladie trop important. Donc, c'est un produit qui est, en systémie et qui n'est pas diffusé, tout au moins pas sous cette forme-là, en pulvérisation ou à l'air libre. Ouais, d'accord. Qu'on comprenne bien pourquoi ce produit aujourd'hui il fait polémique plus que les autres. Alors ce produit fait polémique parce que lorsqu'il est utilisé, il l'a été dans le passé, ces autorisations étaient interdites ensuite, il a été autorisé sur des plantes qui fleurissent. Et donc ce produit peut causer et cause des troubles, alors aux pucerons certes, donc qui vont être déstabilisés et puis mourir, mais aussi aux insectes volants, pollinisateurs, entre autres les abeilles. Donc on sait maintenant depuis quelques années, depuis de nombreuses années, que ce produit peut causer des problèmes sur le comportement des abeilles. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit produit tueur d'abeilles. Seulement, il peut poser ces problèmes-là lorsqu'il est ingéré dans une fleur. Donc ça peut être sur une fleur de colza, ça peut être sur une fleur de différents types. Mais actuellement, sur la betterave, si on demande encore un droit d'utilisation de ce produit, c'est parce que la betterave ne fleurit pas, tout au moins la première année. Et donc, il ne peut pas transmettre ce produit à un insecte pollinisateur. Et donc, quelque part, il y a une demande de droit d'usage parce qu'on n'a pas d'autres solutions pour lutter contre la jaunisse. Si on en avait d'autres, on l'aurait fait. C'est bien le problème. On l'aurait utilisé, ça ne nous poserait pas de problème. On s'en fout du type de produit et de quelle marque le fait, c'est pas notre souci. Nous, c'est un droit d'usage pour pouvoir continuer à produire de la betterave. Actuellement, et dans les conditions qu'on a eues là, cette dernière année-là, ça remettrait en question sérieusement la filière si on n'avait plus accès à ce produit-là. Et alors, je vais te livrer un argument des gens qui étaient contre ces néocotinoïdes pour juste avoir ton avis. C'est qu'eux, ils expliquent que le fait que ça soit ingéré par la plante, après le produit descend quand même dans les nappes phréatiques et qu'ensuite ça remonte vers la végétation qui est autour des champs, qui elle est pollinisée, et que même si la betterave ne l'est pas, finalement, les arbres aux alentours peuvent avoir ingéré d'une manière ou d'une autre le produit. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que le produit en lui-même, comme toute substance chimique, ne se dégrade pas tout de suite. Ça se dégrade avec le temps, ça se dégrade avec les micro-organismes du sol. Donc un produit chimique, quel qu'il soit, un médicament aussi, pour un humain, va finir par se dégrader. Et là, en l'occurrence, ce qui a été posé comme problème, c'est de dire, ok, bon, la betterave, elle ne fleurit pas, tout au moins uniquement la deuxième année, et c'est pas là où on l'utilise. Donc on va tout simplement pouvoir, on la met dans la graine, mais il va rester quelques substances qui peuvent être utilisées
par exemple l'année d'après, ou si on couvre un sol de tournesol, je dirais tout simplement l'année suivante, il va peut-être absorber un peu de substance et le mettre dans sa fleur, et là ça deviendrait dangereux. Donc ce qui a été rendu obligatoire aussi dans, j'allais dire, les nouveaux accords, entre guillemets, c'est d'interdire de mettre l'année suivante, les cultures suivantes, donc la betterave, en plante mellifère. Donc ce qui veut dire qu'il transmet du miel et voilà, qui va être butiné par un insecte pollinisateur. Donc une plante mellifère, c'est une plante qui pourra dans ce cas-là transmettre le néonicotinoïde aux abeilles, et donc on interdit cet usage-là. Ça, c'est dans les règles, les nouvelles règles qui sont imposées avec l'accord qui a été créé là dernièrement. Ça a été créé avec j'allais dire des gens de l'environnement, mais aussi des agriculteurs pour réfléchir à la possibilité de le faire. Maintenant, on peut pas dire que aucune plante ne contiendra ce produit-là et viendra à fleurir, parce qu'il existe dans des parcelles des fleurs qui viennent à pousser, mais ça représente une quantité vraiment infime. Et quelque part, on a aussi parfois un autre argument qui est dit oui, mais l'abeille va venir prendre de l'eau dans la betterave, et donc il va y avoir une transmission. Alors la transmission n'est pas prouvée, et une abeille va plutôt se diriger vers une plante qui va lui apporter du pollen que de traverser un champ de betterave. Moi, dans mes constatations de passage dans les parcelles de betteraves, si je compare entre les potimarrons où il y a des fleurs et les betteraves, dans les betteraves, je ne vois jamais d'abeilles qui passent. J'ai des bourdons, j'ai plein d'insectes pollinisateurs dans les plantes à fleurs, entre autres les potimarrons par exemple. Donc, voilà. Après, le fait n'est pas de dire qu'il n'y a aucune conséquence. Maintenant, le fait est de rappeler que s'il y a un danger, le risque, il est quand même relativement limité. Et ça, c'est une notion qu'on doit commencer à comprendre aussi pour l'agriculture. On la comprend pour la voiture, par exemple. On comprend qu'on puisse utiliser une voiture alors qu'on dit, on sait combien il y a d'accidents par an. Oui. On sait que c'est un danger, la voiture. Et moi, ce qui m'horripile, c'est d'entendre dire, par exemple, voilà, ces insecticides tueurs d'abeilles. Est-ce qu'un jour, vous avez entendu dire, tiens, on vient de sortir une nouvelle voiture qui va tuer des gens ? Pourtant, ça va arriver. Et l'insecticide, il peut tuer des abeilles, oui, mais quand on minimise le risque en mettant sa ceinture de sécurité, en respectant les règles de circulation, et voilà, et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'autres moyens de transport plus pratiques. Si, il y en a d'autres, mais il y a des conséquences, et si tout le monde a encore une voiture, c'est un peu pour les mêmes raisons que nous, on veut pouvoir utiliser, parce qu'on n'a pas d'autres solutions, mais par contre, on accepte des règles pour minimiser les risques, et donc les limiter au maximum, quoi. Donc comme tu le dis, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui à ces néocotinoïdes, c'est-à-dire que depuis 2 ans, c'était interdit, et la filière du betterave s'est retrouvée dans une impasse où les agriculteurs n'avaient pas la capacité de produire à des rendements suffisants pour gagner leur vie. C'est ça le problème. Ah ben tout à fait. Normalement, un rendement de betterave pour certaines régions, pour être productif, on va être entre 70 tonnes et 100 tonnes, par exemple, dans certains secteurs. Cette année, il y a des rendements de 10, 20 tonnes. Donc forcément, c'est impossible pour l'agriculteur de s'en sortir. Et donc, oui, ça remet tout à fait en question, j'allais dire, cette problématique-là, quoi. Ouais. Et du coup, le choix devient... C'est là qu'on comprend que le choix est cornélien, parce qu'en fait, il y a 2 possibilités. Soit décider d'abandonner la filière de la betterave parce que pour être sûr de protéger la biodiversité, etc., mais supprimer 140 000 emplois, et puis finalement, en fait, après, se retrouve à importer le sucre, qui était une force de notre pays, l'importer avec les coûts environnementaux que ça implique, plus finalement, là-bas, on ne saura pas comment c'est produit, alors qu'ici, tu l'as assez bien expliqué, effectivement, j'ai pu regarder les textes, c'est très réglementé. Ou alors sauver la filière du betterave parce qu'on se dit qu'on veut une agriculture souveraine et qu'on veut produire chez nous, et en prenant un certain risque, pour, même s'il est maîtrisé, mais un risque quand même pour l'environnement. Et c'est là qu'on voit qu'en fait l'agriculture c'est complexe, quoi. C'est pas juste y a qu'à, il faut, c'est pas tout blanc, pas tout noir. Ah, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est pas le gendarme et le voleur. Quelque part, parfois, dans certaines réactions que je vois qui sont contre ce type de produit, on est tout simplement en train de mettre une cloche autour de la France en disant faut interdire. Souvent, c'est arrêtons. Voilà, c'est des anti, quoi. Mais alors dans ce cas-là, admettons qu'on améliore un petit peu la biodiversité dans notre secteur, qu'en France ce soit un petit peu mieux. On va pousser d'autres à produire et dans des conditions qu'on ne connaît pas. Donc on va importer les produits, ça existe déjà, on importe des produits qui sont produits dans des conditions pires que ce qu'on fait chez nous. Et donc on va favoriser, et à la limite, si c'est vraiment le cas, détruire encore plus les pays qui sont autour de chez nous.
ou les pays mondiaux. Donc les vases communicants, à un moment donné, d'être l'exemple, c'est très bien, il faut être moteur, il faut avancer. Il faut progresser, mais si on tue, notre agriculture demain, c'est au détriment de nous-mêmes. Ce sera pour nous. Et je pense que les consommateurs ne s'y retrouveront pas dans l'affaire parce que ça sera peut-être pas plus cher, mais en tout cas, ils n'auront plus de moyens pour pouvoir l'acheter parce qu'ils vont se retrouver au chômage aussi, parce qu'il y a du monde dans cette industrie qui tourne, quoi. Donc voilà, faut pas tout laisser faire et puis ne pas prendre en compte ces demandes qui sont très importantes, mais en même temps, il faut les réfléchir et puis doser. C'est ce qui a été fait là en réautorisant cette introduction qui sera que temporaire, le temps de trouver d'autres solutions. C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement la solution du gouvernement, d'un point de vue personnel, je l'ai trouvée plutôt pragmatique, parce qu'en fait là l'idée c'était de vous dire, je crois, vous pouvez l'utiliser pendant 3 ans, par contre la recherche il faut qu'elle trouve une betterave qui soit résistante naturellement à ces pucerons, c'est ça qui est fait en fait, là c'est juste de vous autoriser à continuer en attendant de trouver un produit annexe. Bien sûr, c'est la demande qui a été faite. Imposer l'arrêt de quelque chose quand on n'a pas de solution demain, c'est comme de faire un confinement avec la Covid-19 parce qu'on n'a pas de solution. On flingue l'économie pendant autant de temps. Et puis, alors, en plus, là, on en fait profiter d'autres quelque part, les pays étrangers. Mais en tout cas, il faut trouver une solution et on essaye de trouver la solution la moins pire, quoi. C'est vraiment l'objectif. Ouais, pour avancer quand même d'un point de vue environnemental et protéger notre planète, c'est essentiel et je pense que tout le monde l'a en tête. Mais ce que tu racontes sur la betterave, c'est aussi vrai, tu nous en parlais tout à l'heure, par exemple sur la carotte et sur beaucoup de productions où petit à petit, les agriculteurs français peuvent plus faire face à des maladies. Au final, on se retrouve à importer les produits, quoi. Oui, moi actuellement, alors pour l'instant c'est produit encore dans des régions françaises, mais si demain, parce qu'on n'a pas les autorisations d'usage sur certains produits, comme pour la carotte, parce que le secteur est beaucoup moins large, beaucoup moins économiquement viable, et donc on n'a pas forcément les mêmes solutions, on va se retrouver à importer de la carotte, on va se retrouver à importer de la cerise, comme c'est déjà le cas actuellement, d'autres fruits et légumes, parfois parce que on interdit tout simplement tout bonnement les choses en disant « Ah oui, mais ce serait mieux ». Ok, c'est mieux dans quelles conditions et pour quels critères? On peut tout arrêter demain, toute production, tout usage de produits phytosanitaires. C'est possible, pourquoi pas? Mais comment on va manger? Comment on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Et à quel prix on va le manger aussi, hein. Parce que quoi qu'il arrive, cette transition, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin à un moment donné, c'est que cette transition, elle est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on veut croire, quoi. Et les solutions en disant non, il faut arrêter ci, il faut arrêter là, il faut réfléchir un petit peu avant quand même, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, dernière question, mais parce que je trouve ça super intéressant, c'est qu'on aurait pu se dire aussi que la production de betteraves baisse cette année, tu nous dis de, mettons, 50% en moyenne. Les sucreries, normalement, la baisse de l'offre se traduit par une augmentation du prix, puisque à ISO-demande, s'il y a moins de produits, le prix augmente. Donc, vous auriez pu être mieux payé par les sucreries pour cette betterave, puisqu'il y en avait moins et qu'il y avait plus de demandes. Et c'est pas le cas, finalement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le sucre est une production qui est mondialisée, hein, au niveau des produits. Ça se transporte très bien, du sucre, hein, dans un bateau. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qu'on ne va pas produire en France, on va le produire à l'étranger. Le cours ne va pas changer. Ça va peut-être varier d'un pourcent ou de 2%, mais on ne représente pas grand-chose au niveau mondial. Et donc, c'est pas ça qui va faire augmenter le prix du produit, quoi. Ouais. Bon, très bien. Mais merci de nous avoir donné en tout cas ton avis en tout cas sur la question et qu'on ait pu, j'espère, un peu expliquer les pour, les contre et de voir qu'en fait, c'est pas si simple. Et maintenant, j'aimerais passer l'autre partie, c'est toute la partie communication qui aujourd'hui, tu nous le disais en avant de l'interview, te prend énormément de temps. Tu as 80 000 abonnés sur YouTube, je le disais. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent » pour expliquer l'agriculture et poser toutes ces questions, notamment celle-là dont on vient de débattre. Pourquoi tu as eu besoin en fait de parler de ton quotidien et qu'est-ce qui t'a fait ressentir ce besoin de communiquer sur ton métier ? Alors ça a commencé il y a un peu plus de 7 ans quand mon fils était rentré de l'école une fois et puis on a appris qu'il avait été harcelé pendant toute une année parce qu'il était fils d'agriculteur. Alors ça me prend encore aux tripes. Voilà. À ce moment-là, je me suis dit comment ça se fait que moi j'utilise de la technologie, je pense qu'on est en agriculture en général, voilà, il y a toujours des cas particuliers, mais on est respectueux de l'environnement, on fait attention à ce qu'on fait, on réfléchit parce que économiquement ça coûte cher et donc on va pas aller jeter, comme on dit, n'importe comment, n'importe quoi dans nos champs. Et donc je voulais essayer de dire
comment arriver à l'expliquer? Je m'étais rendu compte que les médias sociaux et entre autres YouTube pouvaient nous permettre d'atteindre un public qu'on n'arrivait pas à toucher par les médias traditionnels parce que les médias traditionnels, j'allais dire les télévisions, s'intéressent plus soit à de l'agriculture bucolique, qui peut être intéressante, certes, mais on ne présente pas l'action réelle des agriculteurs, on ne montre pas leur quotidien. Parce que ça intéresse peut-être peu de monde, parce qu'on a l'impression que c'est peut-être banal, mais il y a un tel écart qui s'est creusé depuis une cinquantaine d'années, depuis que les consommateurs n'achètent plus à la ferme, tout au moins pour une partie, et en particulier les citadins. Donc forcément, il n'y a plus de contact avec les agriculteurs, et donc il n'y a plus de connaissance de la réalité, de ce qu'on fait, des technologies qu'on utilise, de nos pratiques, de nos doutes, de nos difficultés. Et donc j'ai voulu le mettre en avant en me mettant face caméra. Donc j'ai pris à l'époque mon téléphone, j'ai commencé comme ça, et puis tout doucement ça a pris quoi. Ouais, et sur ta chaîne YouTube, justement, tu peux nous raconter ce qu'on peut y voir? Alors on peut y voir beaucoup de choses. Je confirme. Mon quotidien, je crois qu'il y a plus de 650 vidéos maintenant, donc depuis le temps. Mais c'est le quotidien d'un agriculteur qui explique comment on récolte une betterave, comment on le sème, comment on travaille un champ, quelle technologie on utilise et pourquoi on l'utilise, les contraintes parfois qu'on peut avoir dans les circulations routières. Il y a parfois des coups de gueule aussi lorsque des gens viennent jeter des déchets dans nos parcelles. Il y a un peu de tout. C'est la vie, c'est la réalité des choses que j'essaye d'expliquer de façon la plus pédagogique, en étant honnête aussi avec nous-mêmes, parce qu'on n'est pas parfait et on a des choses à améliorer. Et donc ça, il faut savoir le dire aussi, et puis dire pourquoi, par exemple, on utilise certains produits, pourquoi on utilise du plastique pour faire pousser des salades. C'est pas toujours bien compris, mais à un moment donné, il faut quand même essayer de l'expliquer, quoi. Ouais, bien sûr. Puis tu vas je trouve ça intéressant, notamment pour les gens qui se posent des questions sur vraiment opérationnellement comment ça se passe, mais on peut voir par exemple comment tu mets un produit sur ta parcelle, que tu le mets sur le tracteur, la machine qui le disperse. Enfin, vraiment, ça donne une image très concrète de ce qu'est finalement l'agriculture pour quelqu'un qui n'y a pas accès. Oui, c'est vrai que j'ai parfois des auditeurs qui me disent avant je me promenais et puis je voyais des engins dans les champs, je savais pas à quoi ça ressemblait, je savais pas ce que c'était, et puis ils ont découvert quel était l'usage, quelle était la fonction, comment on l'utilisait, pourquoi, et du coup ils ont appréhendé beaucoup mieux ce qu'on fait, ils comprennent mieux, et donc forcément ils ont, j'allais dire, un regard un petit peu différent par rapport à d'autres qui vont aller nous accuser de dépendre. J'ai déjà eu le tour, on était en train de dépendre du fumier dans une parcelle en bio. Le voisin a dit: qu'est-ce que vous jetez encore comme saloperie, comme pesticide dans le champ, alors que c'était du fumier, quoi. Donc à un moment donné, la crainte des gens qui est exacerbée parfois par les réseaux sociaux, nous on essaye de limiter un petit peu en expliquant la réalité des choses, quoi. Oui, d'accord. Et pourquoi tu es allé jusqu'à écrire un livre? Parce que finalement, c'est une démarche particulière de vouloir mettre sur le papier tout ça, de l'expliquer. Enfin, là, tu es vraiment allé au bout des choses, quoi. Pourquoi cette volonté? Parce que je pense que j'aime bien aller au bout des choses. c'est une chose. Et puis parce que j'ai fait le constat, on a beau avoir 80 000 abonnés, ça fait l'équivalent de remplir un stade de France, donc c'est déjà pas mal. Ouais. J'aimerais bien en avoir autant. C'est pas le cas encore. Je sais pas ce que vous faites, mes auditeurs. Avec persévérance, on y arrive. Voilà, il faut persévérer. Mais c'est déjà pas mal. Mais en même temps, par rapport à tout, j'allais dire, à toute la population française, entre autres, ou francophone, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde aussi à l'étranger, j'avais l'impression aussi de ne pas arriver à percer assez loin, de voir que les médias sont encore beaucoup à écouter des personnes qui ont un avis sur l'agriculture mais la connaissent pas si bien que ça, et donc de pouvoir dire, si on veut percer ce plafond de verre qui nous sépare des médias mais aussi du grand public, je me suis dit les vidéos ça va intéresser un certain public. Facebook, ça intéresse un certain public, les réseaux sociaux, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Et puis, ça m'a permis aussi, moi, de ne pas être, entre guillemets, interrompu, parce que c'est ce qu'on dit quand on est auteur. On peut dire tout ce qu'on a à dire, on peut le réfléchir, même si à un moment donné, il faut rendre le bouquin quand même. Et donc, ça m'a permis d'aller au bout des choses, d'essayer d'expliquer au bout des choses notre réalité, et la réalité aussi de pas mal d'autres agriculteurs, parce que j'ai été voir 10 agriculteurs pour montrer leur réalité, leurs différences, pour montrer les
les agricultures en France et montrer nos diversités parce que c'est vraiment très important. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer de percer un peu ce plafond de verre et d'atteindre un autre public qui n'aurait pas regardé forcément des vidéos, quoi. Et effectivement, dans ton livre, il y a vraiment un panorama assez complet de l'agriculture. Je voyais que tu retraçais brièvement l'histoire de l'agriculture, expliquer c'est quoi un agriculteur, le fait que l'agriculture ait de multiples visages, et puis tu réponds aussi aux questions peut-être qu'on peut dire qui fâchent, les démarches administratives, l'utilisation des pesticides. Tu parles de tous ces sujets qui sont finalement un peu clivants. Ouais, non, mais vraiment le but du jeu, c'est de dire bon, ok, vous avez des avis sur ce qu'on fait. Maintenant, prenez nos bottes, c'est le titre. Hein. Mettez-vous avec nous et puis venez voir ce qu'on fait, la réalité de nos actions, de notre travail, sans dire qu'on est parfait et qu'on est les meilleurs, loin s'en faut, mais pour expliquer les difficultés qu'on rencontre, l'évolution qu'on a eue avec le grand public par cette histoire, quoi, les sensations et le ressenti aussi qu'on a, quoi. À un moment donné, j'explique aussi pourquoi cette sensation d'agribashing, alors qu'il y a plus de 80% du public français qui nous apprécie, on a l'impression parfois d'être détesté, quoi. Et pourquoi ça arrive ? Je pense que c'est important pour quelqu'un qui sera un petit peu curieux de l'agriculture et dire « Ah ben, je vais peut-être en apprendre un peu plus que ce qu'on veut bien dire dans les médias, que certains médias, hein, attention, faut pas non plus critiquer tout le monde. Je pensais que c'était important de pouvoir prendre le temps de montrer aussi les diversités de l'agriculture, parce que cultiver de la grande culture sur 250 hectares dans le Loiret ou avoir 20 hectares en bio à Valence, ça peut être tout aussi intelligent de la part de l'exploitant, de l'agriculteur, parce que il est en fonction de son terroir, de son climat, de ses débouchés, de son fonctionnement et puis de sa sensibilité à lui, quoi. Et je voyais aussi sur ton site que tu donnais des formations de communication aux agriculteurs. C'est une nécessité pour les agriculteurs aujourd'hui de communiquer, il faut le faire ? Pour moi, c'est une nécessité. Ça fait partie du projet aussi. Hein, quelque part, le livre, c'est un lien avec le grand public, mais c'est aussi pousser les agriculteurs à avoir peut-être des clés. Il y a pas mal de chiffres dans le livre qui permettent de comprendre combien de temps travaille un agriculteur, pourquoi si on arrêtait de manger de la viande demain, on devrait cultiver 30% de terre en plus, parce que tout simplement elles sont utilisées en herbe alors qu'on ne va pas manger brouter de l'herbe. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu d'humain brouter de l'herbe et s'en régaler jusqu'à maintenant. Voilà, donc pourquoi ces choses-là, comment on capte du carbone, parce qu'on est quand même les personnes qui sont les seuls à avoir, enfin l'un des métiers, je pense, qui est le seul à avoir potentiellement un effet positif sur l'environnement, à pouvoir capter du carbone, des gaz à effet de serre, et pouvoir les autres industries, elles peuvent faire moins, elles peuvent, faire des efforts. Nous, on peut faire du positif, quoi. On peut être du passif, comme on pourrait dire. Et donc, à un moment donné, ça, c'est important que les agriculteurs puissent aussi avoir ces notions-là, parce que moi, j'ai essayé de chercher après, de les comprendre pour pouvoir les diffuser. Et c'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux, c'est bien, bouquin, c'est bien, mais demain, si moi, mon voisin agriculteur, il communique avec 10 autres personnes, il fait visiter sa ferme, il leur explique la réalité des choses, ces personnes-là, le jour où on leur dira une bêtise, ils vont dire... Attends, t'es sûr de ce que tu dis là ? Moi j'ai vu, a priori c'est pas ça, quoi. Sur le bien-être animal, sur l'utilisation de produits, sur tout ce qu'on veut des métiers de l'agriculture et de nos pratiques, quoi. Est-ce qu'on peut dire que sur le sujet, les agriculteurs, vous avez pris du retard ? C'est-à-dire qu'il y a eu une période où finalement, vous n'avez pas pris le pli de la communication et vous vous êtes dit, vous êtes concentré sur votre métier, ce qui semble naturel, hein, de faire son travail et de le faire en chambre. Et qu'en fait, du coup, il y a tout un tas d'imaginaires de la part de la société qui s'est développé. Et finalement, à ce moment-là, vous avez un peu loupé le coche que vous êtes en train de rattraper. Ah mais carrément, on a loupé ce coche-là. On a laissé, nous, la communication aux industriels, à la grande distribution, à la distribution tout simplement de nos produits, expliquer ce que c'est quand on voit des gens qui sont en train de produire, qui sont encore avec des vêtements, pour pas citer de nom, mais des années de la Révolution, quoi. À un moment donné, quand c'est encore cette image-là qui est montrée dans certaines publicités, on est vraiment en incohérence avec une réalité, quoi. On a oublié d'expliquer nos avancées techniques et donc ce contact, parce qu'on l'avait avant, parce que les gens venaient à la ferme pour acheter leurs produits, il y a 70 ans, il y a 100 ans, c'était une réalité beaucoup plus réelle. Et puis on avait tous un cousin, un père, un oncle ou un frère dans le milieu agricole. Maintenant, on a perdu ce contact-là. Donc oui, on a pendant de nombreuses années oublié
de communiquer parce qu'on s'est dit c'est pas nécessaire, ça sert à rien. Ouais. Et maintenant, vous êtes vraiment en train de vous structurer. Pour le coup, c'est presque le terme. Vous avez créé une association France Agri-Tweetos. Il y a ta chaîne YouTube. J'en profite pour citer celle de Lucie, Les Jolies Rousses, qui a une chaîne pour présenter ses poules pondeuses et comment ça se passe à l'intérieur du bâtiment. C'est passionnant. Là, ça y est, c'est en marche. Et quel bénéfice vous en retirez? Est-ce que vous voyez un changement? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette communication? Bah souvent, c'est la compréhension des gens, l'approbation aussi. Lorsqu'il y a une personne qui vous dit ah ben tiens j'ai vu votre vidéo, ben au début je pensais que c'était comme ça mais quand vous avez expliqué maintenant je comprends mieux. Oui vraiment j'avais cette idée là et pour finir ben, j'ai changé d'avis ou je comprends mieux tout simplement ce qui se passe et donc ça vaut de l'or j'allais dire d'avoir ce retour et il y en a couramment, c'est régulier. Parfois on a aussi des attaques, on peut arriver à expliquer parfois à certaines personnes. Bon, il y en a d'autres malheureusement qui sont butés sur une façon de voir et qui ne veulent pas écouter les autres, mais ça c'est valable dans tout. Et donc là c'est plus compliqué, on subit parfois des attaques qui peuvent être méchantes, mais bon, souvent c'est un commentaire sur 100. Quoi, Oui, donc, mais justement, j'étais assez étonnée quand j'ai rencontré d'autres agriculteurs. Je me suis rendu compte que vous étiez très affectés quand même par ces critiques-là, qui pour moi, quand je viens de l'extérieur, c'est comme sur tous les sujets, quoi. Il y a toujours des gens extrémistes qui en fait veulent pas prendre le temps de comprendre et qui connaissent pas vraiment le sujet, qui vont balancer quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai été surprise de voir que ça attaquait vraiment le moral des agriculteurs, quoi. Ah ouais, non mais c'est... Alors je pense que c'est un phénomène aussi qui est exacerbé par les réseaux sociaux. On parle d'agribashing, c'est pas tellement un mot que j'aime bien, mais bon voilà, c'est le terme qu'on donne. On parle d'agribashing, mais il existe de la police bashing, il existe de la... voilà, pour tous les métiers de l'avocat bashing, tous les métiers se font attaquer, et quand on se fait attaquer, c'est difficile. Et c'est vrai que j'allais dire l'esprit humain est ainsi fait que lorsqu'on l'attaque, il voit tout de suite les problématiques. C'est pour ça que j'allais dire les journaux à sensation marchent bien, c'est parce qu'on aime bien voilà, tout ce qui est fantastique, entre guillemets, tout ce qui est extraordinaire. Et donc, oui, ça nous touche forcément, et ça nous touche d'autant plus fortement que on a l'impression nous, de faire un métier utile. On nourrit quand même les gens, quoi. Certains diront, vous avez dans votre vie besoin un jour d'un avocat, d'un médecin, voilà. Mais 3 fois par jour, vous avez besoin de quelqu'un qui vous nourrisse. Donc tous les matins, midi et soir, vous avez un agriculteur derrière votre assiette. Et ça, les gens ne le comprennent plus, ne font plus le rapport. Certains ne savent pas que du lait, c'est fait par une vache. Voilà, il y a des images comme ça qui sont assez extraordinaires, que le beurre, c'est produit aussi à partir du lait. Il y en a pour qui cette notion est complètement perdue. Et donc là, c'est vraiment très important de pouvoir renouer avec ça et de pouvoir bien l'expliquer, quoi. Ouais, très bien. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin que des posts sur les réseaux sociaux, ils peuvent commander ton livre dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Ils peuvent le retrouver où s'ils le veulent? Ah ben, il le trouve dans toutes les... Moi, je conseille d'aller en librairie. Et puis, si vous préférez en ligne, il n'y a pas de souci. Ça se trouve sur toutes les plateformes de commandes classiques et même sur mon site Agriculteur d'aujourd'hui, quoi. Mais achetez-le plutôt dans une petite librairie. Ça fera plaisir à quelqu'un. Carrément. Très bien. Bon, mais merci. On va passer aux questions de fin maintenant que je pose toujours. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier à toi d'être agriculteur? De me lever le matin ou de me coucher le soir et de dire ça y est, j'ai réussi à produire ça, j'ai réussi à sortir telle récolte, on a fait la moisson, c'est un grand moment pour nous, hein, les moissons. Là on a mis en route un atelier poireaux avec le garçon et puis on a sorti nos premiers poireaux, on les voit partir, on les voit vendre. On sait que ça va alimenter des gens, il y a des gens qui nous disent ben voilà, on s'est régalé avec ce que tu fais, nous on se régale avec ce qu'on produit aussi. Et ça c'est franchement extraordinaire, quoi, de savoir que ça a une utilité, même si on ne produit pas voilà, quelque chose qui est durable dans le temps, ça reste de l'éphémère. Mais en tout cas, c'est encore en France, je pense, le goût. On a la chance, c'est le seul endroit où on a les terroirs, hein, quasiment au monde. Il y a très peu d'endroits où on parle de terroirs, et nous on a la chance d'avoir les terroirs, l'aspect gustatif. On met en avant beaucoup les chefs, on met moins rarement les agriculteurs en avant, mais de produire pour eux des produits de qualité, c'est franchement quelque chose de très,
très plaisant, on va dire. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis où il y a du sucre sur la table, par exemple? Oui, donc c'est vrai que la consommation de sucre pour les Français en moyenne, c'est 35 kilos, donc ce qui est quand même énorme. C'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. 35 kilos par personne par an, Par c'est énorme. personne par an. On s'en rend pas compte parce qu'il y a que 15% en réalité qui sont consommés en sucre morceau classique, qu'on utilise en consommation directe, et puis 85% qui part dans l'industrie. Donc on voit pas forcément arriver dans les sodas entre autres, dans d'autres produits, dans les gâteaux bien entendu. Donc ça représente quand même une production qui est très développée en France, quoi, et qu'on voit pas directement en général, quoi. On dirait que les Français soutiennent la betterave en mangeant trop de sucre. Oui, ça peut être aussi, c'est parfois ce qui a été évoqué aussi, ça peut être aussi un dilemme. Bon, à un moment donné, je pense que c'est l'éducation alimentaire qui serait importante à faire aussi, quoi. Oui, complètement. Et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter? Alors où est-ce qu'on peut me trouver en tapant agriculteur d'aujourd'hui, donc Thierry agriculteur d'aujourd'hui, vous trouverez sur n'importe quel moteur de recherche soit l'accès à la chaîne YouTube, au compte Twitter, à la page Facebook, au site internet et maintenant au livre. Donc il y a C'est partout. je pense qu'on peut, voilà, et si on veut me joindre, le plus facile c'est d'aller sur mon site, il y a un formulaire de contact et puis je réponds pas tout de suite, mais je réponds à tout le monde. Ok, super. Bon, merci beaucoup Thierry pour ton accueil et puis pour ta transparence sur tous les sujets qu'on a évoqués. C'était super intéressant. Merci à toi aussi pour la communication que tu fais autour du métier de l'agriculture, des métiers de l'agriculture. Je pense que c'est important. Avec plaisir, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.